cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rétablir une analyse historique un peu plus sereine pour avancer? Oui, c'est bien sûr, parce que c'est une très bonne idée pour même l'influence des Portugais, on ne parle pas beaucoup en Inde par rapport aux Anglais ou les Français, même l'influence des Français, on parle encore, mais on ne parle pas beaucoup de l'influence des Portugais en général dans les débats quotidiens. Mais cette étude, ça servira plus parce que, d'abord pour sortir des mauvaises compréhensions, comment les Portugais sont regardés la société indienne d'abord, certainement ça servira. Très bien. Alors, il y a un point peut-être que j'aurais, dans un traitement historique, mais ce n'est pas le but de votre thèse, que j'aurais peut-être aimé voir ou que j'aimerais voir dans l'avenir, l'intégration de Goa. Alors Goa, c'est le territoire que les Portugais ont conquis, dominé, etc. Ils n'ont pas conquis toute l'Inde, mais Goa. Donc Goa a été intégré dans l'Union indienne, disons, contre le Portugal, à l'encontre du Portugal, et il y a eu là, jusqu'aujourd'hui, des tensions extrêmement fortes. Et alors, le christianisme goanais est d'un genre spécial, et il y a des questions de culture qui sont profondément mêlées au christianisme de Goa. La question de la langue portugaise a été interdite dans le territoire de Goa, etc. Voilà peut-être des choses maintenant que vous avez des instruments que vous pourrez regarder avec intérêt. Il y a beaucoup de sources originales. Il faudra apprendre le portugais. Regarderai pour montrer comment les Portugais sont traités, comment ils sont vécus, ou comment ils sont intégrés dans la société indienne. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? On peut montrer certaines parties des sources. Vous en parlez à plusieurs reprises, quand même, aussi du métissage, etc., qu'il y a eu à Goa, l'usitanisation obligatoire, mais qui a été ensuite renversée par l'indianisation obligatoire, dans le sens contraire, etc. Ce sont des questions difficiles parce qu'elles sont douloureuses pour les deux parties en cause. Et j'aurais aussi voulu vous poser une question plus générale. Donc, les Portugais, le professeur Charles Foxer, qui a écrit beaucoup sur l'expansion portugaise, parlait de Seabourn Empire, et donc l'empire porté sur les mers. Donc, dans les efforts du christianisme pour aller proposer la conversion aux gens de l'Inde, quelle est la part des intérêts commerciaux, à l'époque portugaise bien sûr, on en a parlé, mais aussi à l'époque anglaise? Vous y faites une très brève allusion. Je ne sais pas si vous souhaitez commenter un peu ce point-là. Oui, je pense que d'abord, le premier chapitre, c'était très complexe pour moi pour dire brièvement toute l'histoire. Mais pourquoi j'ai décidé à traiter tout pour montrer la conversion ou la propagation des religions, ça très important, le contexte et l'époque. En Inde, maintenant, on mal comprend parce qu'on toujours mélange la propagation du christianisme au XVIe siècle et la propagation du christianisme au XXe siècle. J'ai montré, d'abord les Portugais, ils sont arrivés vers 1499, quand 18, excusez-moi, quand ils sont arrivés d'abord à Goa, Cochin. Cochin. Je ne suis pas historien. Quand ils sont arrivés, quel intérêt ou quel motif à qui les ont envoyés? Je voulais montrer ça. D'abord, c'est les intérêts
économiques et les intérêts politiques. Mais dans le contexte croisade, il faut comprendre l'agissement des Portugais. J'ai montré ça pour dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas un motif tout à fait religieux ou théologique pour propager la religion. Il y avait des intérêts économiques et commerciaux et politiques. Est-ce que ça joue aujourd'hui encore? Cette idée, ça reste. Mais aujourd'hui, tout à fait, c'est complètement changé. Du côté de l'Église catholique, on est très très clair. On a séparé le pouvoir politique et le pouvoir religieux. C'est ça la séparation, mais ça ne joue pas aujourd'hui. Dans certains pays, entre autres en Asie, donc l'aide massive apportée par des agences internationales, souvent chrétiennes, ou des États qui sont considérés comme chrétiens, même s'ils sont laïcs, donc est vue comme une pression indue, donc qui est à la fois religieuse, politique et tout cela mêlé. Oui, c'est vrai, cette idée, ça vient à partir de cette idée dans l'histoire. Les Européens ou les Occidentaux, ils sont arrivés en Inde pour convertir, mais ils ne sont pas vus quels motifs ils sont arrivés. Encore aujourd'hui, les œuvres caritatives, toutes les missions, c'est mal compris peut-être à cause de cette idée. Ça reste. Mais du côté de l'Église catholique, c'est clair. On a le droit même d'encourager les activités sociales, pour aider les pauvres. Pourquoi? En quel sens? Pour assurer les droits de l'homme. Mais du côté des autres, des non-chrétiens, ils mal comprennent. Parce qu'ils associent toujours les idées historiques. Ce qui s'est passé au XVIe siècle ou au XVIIe siècle. Mais c'est ça, je dis, le dialogue entre nous aussi, ça servira pour bien expliquer la position de l'Église catholique. Pourquoi on est là pour servir aux pauvres, pour les pauvres. Sans demander de contrepartie. Absolument, oui, bien sûr. Ça n'a pas peut-être toujours été vécu de manière intégrale, c'est possible. Bon, je passe à un autre point, un point très délicat. Dès qu'on regarde un peu l'histoire, et vous le citez à la page 26, l'absence de personnalité juridique des infidèles. Voilà une question juridique importante. Hein. Et donc, vous la citez très brièvement, elle aurait sans doute mérité au moins une bonne note bien étoffée. Vous dites que c'était l'idée communément admise au Moyen-Âge. Hein, peut-être un texte ou deux aurait permis de détailler cela. Et aussi, si vous relisez attentivement ce que j'ai écrit, quand est née cette idée de personnalité juridique des infidèles, Las Casas, bien sûr, vous le citez, puis l'école espagnole, mais avant cela, déjà, il y a une fameuse bulle du pape, je crois que c'est Sixte V, à propos des Açores, hein, où je montre comment, indirectement, l'autorité pontificale romaine reconnaît et demande explicitement de reconnaître la personnalité juridique indépendamment de toute conversion. Et donc interdisant aussi l'emploi de la violence, proposant des traités, etc. Hein, donc pour des peuplades qui étaient, dit-on, en âge de pierre, enfin en tout cas de la chasse et de la cueillette, donc avec des armes tout à fait primitives. Donc vous voyez, ça aurait peut-être aidé parce que, évidemment, dire une phrase comme cela, donc les infidèles n'avaient aucune personnalité juridique, c'était l'opinion